Ça a l'air de démarrer. Hum, je vois rien encore. Pourtant, j'ai cliqué au bon endroit. Moi, je fais un refresh de la page. Moi, j'ai un live Toi, tu le vois? de 0,28, 0,29. Ouais. Oui. Je l'ai vu, là, je suis certain que c'est démarré. Bonjour. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir Pierre. Alors, on est ensemble. C'est 21h France, 15h Québec. Aujourd'hui, le 7 avril 2026. Alors, bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors, on va commencer avec des questions qui ont été posées sur les enregistrements antérieurs. D'accord? D'ailleurs, on fait un rappel de ça. Hein? Si jamais, suite à un enregistrement ou spontanément, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie des commentaires, puis ça va nous faire plaisir. Je ne dis pas qu'on répond à toutes les questions, mais on va choisir certaines questions, hein, parce que répondre à toutes les questions, il y a des questions qui peuvent être embarrassantes. Si les gens sont sérieux, il n'y a pas de problème. Hein, on va y répondre aux questions. OK? Alors, je vais commencer avec la première. Hum, la question, c'est la suivante. C'est plus formulé comme un commentaire, mais on peut déceler une Ah, question. Si le passage à l'acte du suicide vient de la pensée et que les pensées viennent d'ailleurs, ça peut venir de son entité maîtresse. Alors, la question, finalement, ça sous-tend que est-ce que l'entité maîtresse pourrait induire l'homme ou encourager l'homme ou à pousser l'homme vers le suicide? C'est un petit peu ça le sens de la question. Parce que la personne dit les pensées viennent d'ailleurs. Donc, ce serait l'entité, selon cette personne-là, l'entité maîtresse pourrait être responsable d'un homme, d'un être humain qui est poussé vers le suicide. alors, deux petites choses. Il y a l'entité maîtresse, il faut savoir ce que c'est. Est-ce que c'est celle qui gère nos entités dans la tête? Est-ce que c'est celle que vous appelez entité maîtresse en tant que double éthérique? Est-ce que c'est... faut savoir, est-ce que c'est le double arimanien? Est-ce que c'est difficile d'essayer d'interpréter la question? De toute façon, peu importe. Dans la mesure où on va recevoir quelque chose, on n'est pas obligé d'obéir à ce qu'on entend. On est d'accord. C'est un petit peu comme on entend quelque chose à la radio et puis on va le faire. C'est un peu. On est les gestionnaires de notre corps. Il n'y a personne, absolument personne, que ce soit le double, que ce soit n'importe qui est gestionnaire de notre corps si c'est notre corps nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a la possibilité soit de se tuer, soit de ne pas se tuer. Donc ça, il n'y aura personne qui va nous remplacer, sinon ils nous auraient déjà tous tués. Donc, l'entité maîtresse, ce qu'on appelle le, on va dire le double arimanien, est là pour essentiellement protéger notre corps au travers de douleurs. Donc, elle sait très bien que si nous, on meurt, elle s'en va. Donc, aucun intérêt de continuer sans sa vie et sans notre vie. Donc, elle va automatiquement ne pas être responsable. Après, l'entité qui va vous pousser à aller dans un sens émotif ou émotionnel vers le suicide, c'est souvent euh, soit des parents, qui ont été décédés, qui aimeraient bien nous accueillir, et soit des personnes qui nous haïssent. Généralement, les entités ont une forme de jalousie qui n'est pas, on pourrait dire, pas bien méchante dans la mesure où la jalousie, dans la mesure où ça n'entraîne pas un acte physique destructif ou mental régulier et destructif, c'est pas bien méchant. Et puis il faut savoir pourquoi, qui c'est qui parle. Et dans la mesure où vous arrivez à identifier un petit peu l'entité, elle va se taire parce que c'est leur identification qui fait une personnalisation. C'est la personnalisation qui fait une indépendance. Et l'indépendance, c'est qui les éjecte. C'est aussi simple que ça.
Donc ensuite, je ne sais plus de qui je parlais. Oui, si c'est votre contact, il ne va pas vous demander de partir alors qu'il est en train d'essayer de vous travailler. Justement, c'est lui qui vous aiderait peut-être à ce que vous puissiez continuer à soutenir un peu la difficulté et la souffrance de votre vie. Quant au fait de se suicider, souvent, essentiellement, c'est un amour de soi-même. Euh, et si vous arrivez à occulter un petit peu cette conscience de soi, vous arriverez à vous sortir de là, à tout moment et à tout instant et comme vous voudrez. Donc, il faut arrêter de penser à sa petite vie, il faut arrêter de penser à ses petites souffrances. Dites-vous une chose, c'est qu'on nous a crédité de souffrance à la mesure de ce que l'on peut supporter. Et donc, il n'y a pas plus de gens qui sont plus souffrants que vous ou moins souffrants que vous. Il y a simplement des gens qui peuvent le supporter ou qui regrettent de le supporter ou qui pensaient pouvoir le supporter plus facilement que d'autres. Voilà, c'est tout. Je trouve ça intéressant comment tu l'approches quand tu parles de l'état de victimisation de la personne. D'ailleurs, on voit, par exemple, des gens qui ratent leur suicide, puis finalement, ils se rendent compte que souvent, il y avait besoin de beaucoup plus d'attention ou il y avait des attentes par rapport aux autres que vraiment le désir de se suicider. Mm. Je crois que quand on se suicide, euh, on est essentiellement dans le fait de punir quelque chose. Soit c'est se punir, soit c'est punir l'environnement. Il faut arrêter le système de punition. Ça, c'est ancré dans l'individu, c'est religieux, je dirais, c'est lié au catholicisme, c'est lié à l'existence de Dieu, à l'existence de tout ce qu'on nous a inculqué dans la jeunesse, mais il y a toujours cette notion de punir quelque chose, de pouvoir agir sur quelque chose, et jamais de pouvoir agir sur soi pour faire autre chose. C'est toujours vis-à-vis de l'environnement ou de ce que l'on a fait sur l'environnement. Je sais pas, il y a quelque chose qui est gênant là-dedans, c'est le fait de toujours se regarder. Voilà, faut toujours se brosser dans le sens des poils et de regarder. J'étais le plus beau, maintenant je suis le plus laid. euh, Plus personne ne m'aime, ou elle m'a trompé, etc. Ou il m'a trompé. Voilà, c'est toujours la punition extérieure. C'est un petit peu fatigant. Parce que la vie, c'est pas ça. On n'est pas là pour se sentir punir ou punir les autres. On est là pour exister une vie avec assez de souffrances comme ça pour pouvoir les traverser et avoir la capacité de pouvoir faire et de s'épanouir et d'évoluer. C'est ça l'objectif. C'est notre évolution. Et si on rate l'évolution, ben, il faudra revenir d'ici 200 ans ou 250 ans, et puis recommencer encore le même chemin, et puis peut-être encore échouer, et encore échouer. Voilà, c'est que le temps. Excellent, excellent. Alors, pour cette question-là, ensuite, il y avait d'autres questions suite à une Mm. vidéo. Une madame a dit bonjour, c'est quoi pour vous l'intuition? Est-ce que ça vient de la. Elle dit, elle marque, pardon, de l'astral, de l'éthérique avec un point d'interrogation. Donc, est-ce que l'intuition vient de l'astral ou de l'éthérique? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. L'intuition, c'est la perception que l'on a de notre programme. Dans la mesure où on voit notre programme dans le futur, on, on a l'intuition de ce qui va arriver. On sait ce qui va arriver. On a la perception de ce qui va arriver. Généralement, on a assez de reflets comme ça dans le présent pour voir ce qui va arriver dans le futur. Mais l'intuition, à la base, c'est d'interpréter sous forme de rêves ou d'images des événements qui vont, qui vont nous impacter. Est-ce que souvent, Jean-Luc, comme par exemple une personne a une intuition, mais on dirait qu'il y a souvent du doute qui s'installe. Elle va ressentir des choses, mais elle n'est pas totalement certaine que ça va arriver comme ça. Pourquoi ça fait ça au niveau de l'intuition, comparativement à
je ne sais pas moi, un savoir interne, des choses qui sont très claires. Parce que c'est un véhicule qu'on n'utilise pas tous les jours. C'est un véhicule qui est un véhicule subtil, qui est utilisé chez les médiums, chez les voyants, chez les yogis, et qui, à force de l'utilité de ce véhicule, c'est-à-dire ce véhicule, je ne sais plus comment ça s'appelle, le véhicule, l'Ajna Yoga, je crois, un truc comme ça, où les gens participent à ça. Et au travers de cet œil, de ce troisième œil, euh, à force de l'utiliser, voit exactement ce qui va se dérouler. Euh, Maintenant, il y a l'émotion qui fait que on va vouloir ou ne pas vouloir que ça arrive. Et d'ailleurs, quand vous avez des informations, on met toujours de l'émotion sur l'information parce que on a toujours la sensation que on va pas pouvoir le supporter, ou que c'est insupportable, ou que c'est absolument intolérable, ou c'est pas possible, ou on refuse. Et c'est ces phénomènes de refus, ces phénomènes d'interprétation outrageante, qui font que l'émotion nous voile. Et c'est ce voile de l'émotion qui nous permet d'anticiper et de voir exactement ce qui va se passer. Donc, avec l'émotion naît l'ambivalence euh, par rapport à ce qu'on va ressentir. C'est ça. Ouais. D'accord. Je vais vous dire un truc. Une fois, j'ai regardé, je parlais avec quelqu'un, et ce quelqu'un, je lui ai dit exactement ce qui allait se passer d'ici 2 ans. 2 ans, je veux dire. Mais moi, ça ne me concernait pas. Lui, ça le concernait, et il me disait, ça, c'est totalement hors de question que ça m'arrive. Tu fais comme tu veux. Et au bout de 2 ans, ça lui est arrivé, et tout s'est passé comme c'était prévu. Le seul problème, c'est que, bon, après, il voulait que je lui en raconte d'autres. C'est hors de question. On n'est pas là pour travailler pour les autres, OK? On fait ses propres recherches, et on peut voir sur quelqu'un ce qui va se passer, ou dire à quelqu'un ce qui va se passer. On le lui dit ou on ne le lui dit pas, et on laisse faire. C'est Donc, c'est tout ça. c'est un instantané. Ça ne veut pas dire qu'on peut le répéter avec une personne. Mais On peut le répéter si on veut, si vraiment il faut être complètement détaché de soi, il faut être complètement détaché de son émotion, il faut être complètement, euh, disons, volontaire à le voir, en sachant que ce que vous allez dire à la personne, soit elle va vous en vouloir à mort parce qu'elle va dire ce que tu m'as dit, en fait, tu m'as troublé l'esprit, j'y pensais sans arrêt, et ça a été la conséquence de ce ouais. phénomène. Soit il faut dire des choses c'est-à-dire sélectionner les choses que vous avez vues, et les dire exactement de la façon dont il ne pourra pas les modifier, ou les projeter. Je repense à quelqu'un à qui j'avais dit qu'il allait se casser les dents en arrageant un bijou à la nana qu'il avait trouvé. Et ça, d'ici 2 ans, pendant un spectacle de carnaval. Et, et donc, il ne pouvait pas empêcher de se casser les dents, parce qu'au bout de 2 ans, on n'y pense plus. Et puis, il est allé à ce carnaval, et il a vu qu'il y avait une personne qui s'était cassé son collier, puis bon, il essayait d'avoir quelques, quelques, quelques hits, quelques points avec elle. Et donc, il a ramassé son collier, puis il lui a réparé, il a porté à sa bouche les dents, et il s'est cassé une dent. Voilà. D'accord. Donc, et c'est là qu'il s'est aperçu, il s'est rappelé que ça lui avait été dit. Bon, Donc, c'est il voulait prendre un abonnement. Et voilà, après, on veut prendre soit un abonnement, ce que je comprends aussi, mais c'est votre vie. C'est Ouais. pas. Soit vous allez voir un médium qui vous tire les cartes, et puis vous verrez ce que ça vous donne, et soit vous le faites vous-même.
C'est parce qu'un individu qui fait ça, il perd en autonomie. Il a toujours besoin de quelqu'un pour le seconder par rapport à l'avenir. Tu sais, c'est C'est une insécurité. l'insécurité, c'est ça, exactement. Merci. Mhm. Alors que ce qui est intéressant justement dans l'avenir, c'est qu'il y a, et on ne le connaît pas, on ne veut pas le connaître, moi je ne veux pas le connaître. Et, Hum, et ça c'est intéressant parce que ce qui vous arrive, au moins, vous savez, vous le vivez, oui, et pas être toujours dans l'expectative d'attendre c'est quelque ça. chose qui va se passer. Sinon, Pas, on ne vit ouais. pas. On Pas vit, vivre on dans vit le- dans le futur et on n'est pas dans c'est le ça. présent. Pas vivre dans l'anticipation de le laisser les événements se dérouler Mm. et agir au besoin. L'autre question. Oh, excuse-moi. Vas-y. OK. On avait parlé de l'intuition. Bon, la deuxième question de la même personne. Donc, nous sommes finalement prisonniers de notre libre arbitre. Point d'interrogation. Jusqu'à ce qu'on se libère petit à petit. De quel contact parlez-vous? On parle de guides. Qui sont-ils? Donc, nous ne sommes pas protégés contre les entités qui nous influencent. Là, je m'excuse, je n'avais pas prévu ça et c'est comme s'il y a deux, trois questions dans une, là. Mais, C'est pas mal. ouais, je vais essayer de. Bon, on parle des Euh, guides. Qui sont-ils? Donc, nous ne sommes pas protégés des entités qui nous influencent. On va le- commencer avec ça, si tu veux. alors, le problème de la protection, c'est relativement pénible parce que ça aussi, c'est toujours très religieux, vouloir être protégé. Bon, ce que je peux vous donner un petit exemple comme ça, c'est que je vais essayer de vous donner l'exemple sans trop découvrir un petit peu le phénomène. Mais euh, j'étais sous la douche, hein, je ne vais pas essayer de vous, vous décrire exactement. J'étais sous la douche et euh, il y a quelque chose qui me parle, dans le genre, je sais pas moi, ça, faut pas que tu fasses ça parce que ça va te faire mal au dos. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit moi qui fasse ça, d'accord? C'est pas moi qui parle ça parce que j'ai pas ce langage, j'ai pas ce, cette réaction. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui a été dit. Et ce qui a été dit, c'est pas le verbe qui est important, c'est la connotation qui est dite. C'est-à-dire que le mot, l'intonation est la même, mais le contenu et la manifestation n'est pas la même. Ce qui fait que vous savez que c'est pas vous qui le dites, vous savez que c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, vous savez que cette personne a parlé exactement la même chose que vous, avec les mêmes voix intérieures, avec la même intonation, et vous prenez à ce moment-là la, la bribe de mots, et puis vous dites, vous leur demandez, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu viens me parler ici alors que je suis occupé? Voilà, en gros, c'est ça qui est intéressant, mais c'est le discernement qui est important. Et ce discernement, vous pouvez l'avoir à tout moment. Il suffit de regarder exactement qu'est-ce que c'est qui vient parler. Qu'est-ce que c'est qui vient vous parler euh, et pas vous déranger, mais vous avertir de quelque chose. Clac, clac. Alors, on se dit, tiens, ça peut être mon double agrémenien qui me parle. Non, lui, ce qui va vous. Il faut bien penser que lui, il est sourd et muet. Et donc, quand il va parler, il va vous parler très fort. Et donc, bon, vous allez dire, oh là, qu'est-ce que c'est? On se calme. Et tandis que là, le contact, c'est-à-dire ce qu'on appelle, je ne sais pas comment elle appelle, les maîtres ou les guides, Ah, oui, les euh, guides, oui. vont vous parler d'une manière à, à votre place, vont vous envoyer des mots à votre place, uniquement pour que vous fassiez attention à eux. Pour, c'est en quelque sorte un signal qui vous permet de leur dire hey, je ne suis pas tout seul, là, qui c'est qui est passé à travers ma bulle et qui est venu m'interpréter. Alors, quand c'est une entité,
c'est quelque chose de chaud, comment dire, d'indiscernable, dans le sens où on n'arrive pas à faire les bords, on n'arrive pas à voir exactement, c'est flou, c'est poisseux, ça démarre quelque chose, mais ça finit jamais une phrase. C'est toujours une entité, c'est toujours quelque chose qui va vous donner une petite chape de plomb qui va toujours vous donner une sensation que, qu'est-ce qui se passe? Tandis que quand c'est un guide ou un double, c'est plus quelque chose qui va vous surprendre et qui fait en sorte que ça soit remarqué. Parce que si c'est pas remarqué, vous ne le remarquerez pas. Donc. Mais quand c'est remarqué, ça veut dire qu'il est là. Et il vient vous parler pour quelque chose. Donc, c'est à ce moment-là, vous pouvez poser vos questions et c'est un petit peu comme le téléphone qui sonne. Mais eux, ils n'ont pas un dring-dring, ils ont simplement la façon de parler d'une autre manière que la vôtre habituellement. Voilà ce D'accord. que je peux dire là-dessus. Ben, j'aimerais ça te ramener un petit peu sur la question parce que tu parles dans le fond de la communication avec les guides, mais la Ouais. personne demande donc nous ne sommes pas protégés contre les entités qui nous influencent. Mais moi, j'aimerais ça ajouter un petit quelque chose. Dans le fond, c'est que la notion de ne pas être protégé, ça ramène directement au libre arbitre. Dans le sens où, quand on a des expériences, c'est pour nous faire évoluer. Donc, pourquoi chercher la protection comme telle? Tu sais, parce qu'on ne peut pas éviter les expériences pour évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on veut éviter dans le fond? Si on veut éviter de souffrir ou d'avoir ce qu'on appelle des expériences négatives, ben, elles ne sont pas vraiment négatives, les expériences, parce qu'on en a besoin. On veut éviter pas de se déstabiliser, mais de se décrédibiliser et de plus se faire confiance. C'est de D'accord. ça qu'on a peur. On a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Et, euh, et c'est une forme d'orgueil, un orgueil humain, qui fait que on se pousse, on se pousse un petit peu vers la mort en disant moi j'ai été à la hauteur. Et en fait, Mhm. on a tous peur d'arriver et de dire Ouais. moi j'ai pas été à la hauteur. Donc, c'est ça. Si je n'ai pas été aidé, c'est parce que je ne le mérite pas. Ça revient encore un peu à une Hmm. forme de punition. Ouais, la méritocratie, La méritocratie, c'est ça. la méritocratie, voilà. Ouais. Vous, Exactement. vous êtes méritant. On n'est pas méritant, on est un petit peu comme des cailloux. Un caillou, il n'est pas plus méritant de prendre l'eau du ruisseau que de prendre l'eau de la pluie, que de prendre la boue. Un caillou, c'est un caillou. Mais nous, c'est pareil. Il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui nous regardent, qui espèrent qu'on soit bon, ou qui espèrent qu'on soit mauvais, ou qui espèrent qu'on réussisse l'acte, ou qu'ils espèrent qu'on soit plus émotif, qu'on pleure, qu'on aime. Non, non. Non, non. On ne pourrait avoir un libre arbitre que plusieurs choses. Si on connaissait exactement ce qui allait se passer, si on avait la possibilité de savoir qui c'est qui va venir interférer dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de nos actes, et ensuite avoir la possibilité de savoir que nos actes ne devront pas être dirigés vers quelque chose ou vers une autre possibilité, et en arrêter avec la méritocratie et toutes ces croyances. Il faut abattre d'abord toutes ces croyances, toutes ces peurs. Et quand on a fini ça, là, on commence peut-être à avoir un petit peu de libre arbitre. Mais au niveau mental, parce qu'au niveau physique, il faut suivre le programme. Et puis le programme, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, c'est vous qui l'avez décidé. C'est un peu comme se retrouver sur les rails d'un train à dire je veux pas aller dans cette direction, il va falloir y aller dans la direction et repartir si vous voulez après. Mais il faut quand même y aller. Exactement. C'est excellent. C'est ça, on a épuisé les petites questions qu'on avait en attente. Ah oui, tu m'as donné un message tout à l'heure. OK, c'est ça. Il y a C'est ça. Alors, bon, c'était une question. Oui, Jean-Luc? oui, vas-y parce C'est que d'accord. La c'était. question, c'est une question qu'une personne t'a posée, Ouais. puis tu Ah avais le oui, goût de ouais. la développer aujourd'hui. La question, c'est
pourquoi la femme n'a pas détruit l'homme? Ouais. Euh, Pourquoi la femme n'a pas détruit l'homme? Cette question qui m'a été posée, ouais, je l'ai eu j'ai été assez étonné, parce que l'individu m'a dit, on utilise davantage le- la charge génétique de la femme que celle de l'homme, parce que l'homme, quelque part, il aurait pu employer, disons, c'est un handicapé de la branche, c'est-à-dire que le Y de l'homme n'est pas identique au X. Euh, alors, la question, c'est comment se fait-il que la femme n'ait pas détruit l'homme? Elle aurait très bien pu le détruire, et c'est pour ça que on parlait des guides, c'est pour ça qu'ils ont donné l'émotion essentiellement à la femme de façon à ce qu'elle se rapproche de l'homme. Parce que l'homme, le fait qu'il soit un handicapé de la branche, en gros, fait qu'il a toujours tendance à aller de l'avant et toujours tendance à aller dans l'évolution. Et le but, c'était de partir dans l'évolution. Et cette propulsion fait que la femme, si elle avait été toute seule, sans émotion, n'avait plus besoin de l'homme parce que elle avait sa stabilité, elle avait sa permanence, elle était autonome. Elle avait son autonomie, que ce soit du point de vue génétique, que ce soit du point de vue psychique, mais il n'y avait pas d'évolution. Or, pour qu'elle puisse partir dans un système évolutif, il fallait qu'elle soit en déséquilibre. On l'a mis en déséquilibre au niveau émotif pour qu'elle soit en lien avec l'homme qui, lui, était en déséquilibre. C'est-à-dire que l'ensemble va obliger les deux à partir dans une évolution. C'est pour ça qu'on leur a donné ce système, je dirais, émotionnel qui permet d'aller dans l'évolution et d'être toujours en relation ensemble. Après, il y en a d'autres qui vont dire, bon, il y a la reproduction, etc. C'est pour ça que l'homme est avec la femme. Mais au départ, c'est à cause de ça. Donc, selon ce que tu expliques, c'est un peu comme une forme de codépendance. Ouais. Le fait que l'homme ait besoin de la femme, puis la femme de l'homme, donc on peut dire accouplés ou se sont rapprochés parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est une relation psychique et non pas une relation euh, physique ou physiologique ou génétique. On peut dire que c'est ça, mais pas que. Parce que D'accord. les animaux s'envolent les uns des autres une fois qu'ils ont. Il n'y en a pas beaucoup d'animaux qui sont accouplés. Euh, une fois qu'il y a eu la procréation, bon, ben, chacun s'occupe de ses petits et l'autre s'en va faire d'autres conquêtes. Donc, c'est pour des Tandis raisons que, psychiques, parce que physiquement, tandis- c'est secondaire, c'est pas le plus important. voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant que tu ajoutes ça, que dans le règne animal, pas dans tous les cas, mais presque dans la plupart des cas, après la fécondation, je veux dire, la mort et puis la femelle se distance. Dans beaucoup, Mhm. beaucoup de cas. Ouais, Chez les ours, peut-être chez certains oiseaux, mais là, il y a peut-être des ouais. fonctions supplémentaires. Si ça prend les deux parents pour élever la progéniture, c'est peut-être ça la raison. Et dans C'est essentiellement pour la reconnaissance génétique, c'est-à-dire, euh, en gros, on a un bon mâle ou on a une bonne femelle, on est sûr qu'on va pouvoir Hmm, se reproduire et donc produire la race, continuer la race. d'accord. Comme disait la personne tout à l'heure, ce sont des guides qui guident aussi les animaux, qui guident aussi certains plans vitaux qui font que ça se produit comme ça. Merveilleux. C'est très intéressant. On a pas mal épuisé les questions qu'on avait en réserve. Et j'en profite Mhm, encore pour dire aux gens, si jamais vous avez des questions suite à cet enregistrement ou les autres, vous pouvez les mettre dans les commentaires, puis j'en ai parlé au début. Je mhm. digresse. Moi, j'avais préparé une question. C'était, je voulais parler j'ai appelé ça l'homme de plomb. Parce que le plomb, c'est un matériel qui, à l'origine, était radioactif puis qui est devenu épuisé.
Donc, ce que j'appelle l'homme de plomb, c'est qu'il y a des gens, des hommes, aussi des femmes, mais surtout des hommes, qui vivent en marge de la société. Si on prend par exemple les prisons sont une forme d'isolement social. On isole les gens parce qu'ils ont une incapacité de s'adapter à la société qu'on fonctionne. Est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient être faites par rapport à ces gens-là? Je ne sais pas quoi, là, j'ai appelé ça peut-être, est-ce qu'on pourrait les introduire à un éveil spirituel? Est-ce que ça pourrait les aider euh, dans une certaine évolution pour faciliter leur adaptation dans la société? Le problème, c'est qu'il est multifactoriel. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont emprisonnées pour des raisons de fondamentalement déstabiliser un peu le système. Euh, Si on regarde bien le phénomène de justice, qui est un phénomène basé sur du vol, on vous condamne pourquoi? On vous condamne parce que vous avez volé soit de l'argent, soit vous avez volé la vie à quelqu'un, soit vous avez volé la liberté à quelqu'un, soit vous avez... C'est toujours un système de vol, si on regarde bien. Et ces gens-là montrent que s'il y avait eu un système intelligent, ils n'auraient pas eu à le faire. C'est toujours... euh, ils manifestent souvent un espace qui a pu se faire, une, euh, un statu quo compensé de la société, et on s'aperçoit que cet individu euh, a fait en sorte que la société le condamne parce qu'elle n'a pas pu trouver la solution. Et si on regarde ça de loin, on s'aperçoit que les individus essaient de se protéger de ce qui nous déstabilise au travers de prison, au travers d'éloignement, au travers de rejet de notre entourage. Or, si l'individu était intelligent au point de avant de faire quoi que ce soit, il saurait qu'il va partir en prison, mais que sa vie va continuer quand même, mais ça ne sera pas intelligent pour lui d'évoluer comme ça. Or, il sait très bien il va être emprisonné et que c'est pas parce qu'il est bête qu'il est emprisonné, c'est parce que il est là pour mettre en place une société qui n'est pas stabilisée, qui n'est pas intelligente. Voilà D'accord. ce que je D'accord. verrais. Non, c'est bon. C'est, euh, dans le fond, je pense que, parce que tu as parlé peut-être à un moment c'est que ces personnes-là vont agir plus facilement, c'est-à-dire qu'ils sont plus disposés si l'action est facile. Autrement dit, s'il y a Oui. des failles dans la société, d'ailleurs, souvent, c'est comme ça qu'on se rappelle de l'histoire qui est assez bien connue, là, un monsieur qui s'appelait Abigail, qui faisait des chèques, puis qui faisait il a volé énormément d'argent, il faisait des faux chèques. Puis Mhm. le système a été obligé de se renforcer. Éventuellement, il a été embauché par le gouvernement pour dépister les gens qui faisaient des fraudes comme ça. Donc, il y a des failles dans le système. Puis les gens, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est une forme d'intelligence, on peut dire. Mhm. Ce sont des gens intelligents. Mhm. Mais éventuellement ça se retourne contre toi parce que tu sais, ton succès a des limites. Tu as des limites à ne pas te faire prendre. Éventuellement, tu vas te faire prendre. Tu sais. C'est-à-dire que dès que vous êtes plus intelligent que la moyenne, vous subissez un phénomène de rejet. Alors que ce rejet soit la prison ou que ce rejet soit le fait d'être expatrié, vous allez vivre ce phénomène de rejet dès que vous allez mettre en déséquilibre une masse d'individus, une masse, une société. La société aura toujours raison sur vous. Exactement. Si on fait le raccord de ça, disons avec les systèmes de finances, si je travaille pour la bourse, puis est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on vole la société quand on utilise des systèmes comme ça? Quand tu dis, par exemple, que quelqu'un gagne 500 000 euros par année, Mhm. est-ce que ce n'est pas une forme de vol? Comprends-tu ce que je Euh, veux dire? Il y en a qui gagnent des milliards, il y en a qui gagnent des millions, il y en a qui perdent. Euh, c'est un petit peu comme jouer
jouer au loto où on va perdre beaucoup d'argent, ou jouer aux chevaux où on va perdre de l'argent. On ne peut pas déterminer ça comme étant un vol. Euh, Si vous voulez pas être volé, ne jouez pas votre argent quelque part. Ce sont des jeux qui vont fondamentalement être là pour faire jouer votre émotion, votre émotivité. Chaque fois que vous jouez en bourse, vous avez de l'émotion, l'action monte, l'action descend, etc. Et il y avait Bernard qui me disait, pourtant la bourse c'est simple, tu achètes quand c'est bas et tu vends quand c'est haut, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il travaillait. Et puis il vivait il vivait de cet argent-là. Euh, on ne peut pas dire que ce soit du vol. Le commerçant, il achète des choses, il les revend à 30% plus cher. Bon, ben, on pourrait penser aussi que ça va être un vol permanent, hein. Mais Donc, vous n'êtes pas tant, obligé d'acheter. tant qu'on respecte les règles du jeu, dans le fond, c'est celui-là qui va en prison, c'est parce qu'il joue aussi. Mais il ne respecte pas les règles du jeu qui sont établies. C'est un petit peu ça là, que je veux amener comme point. Ah ouais. Disons que lui, il n'est pas d'accord pour payer le reste de la société en échange. Du moment que la Ouais. société en échange sera payée, je pense qu'on ne vous arrêtera jamais. Mais dans la mesure où vous voulez rien donner à la société et tout prendre, Ouais. automatiquement, vous êtes Comme, sous le couvert de, de la peine de vol. comme dans quand les gens jouent à la bourse, on parle de délit d'initié. Autrement dit, Mhm. si on a accès à des renseignements qui nous donnent un avantage sur les autres qui jouent, ben, à ce moment-là, c'est considéré comme une fraude. Tu sais. C'est de l'information Mhm. privilégiée que je ne serais pas censé avoir. Fait que Ouais. donc, j'ai triché, je n'ai pas respecté les règles du jeu. Fait que, Et donc, c'est toujours quelqu'un qui est lésé, c'est la société qui est lésée. Et c'est pour ça. exactement. Mais si on regarde bien, les gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent énormément en bourse, ont toujours de l'argent qui sont sans arrêt remis en mouvement. Parce que si vous gardez l'argent et puis vous en faites rien, ça sert à rien. Vous Oui, n'êtes pas riche. C'est pas parce que vous avez 8 milliards dans une salle que vous êtes riche. Vous n'êtes pas riche. Ça vous sert à rien. Donc, c'est uniquement quand vous la mettez en jeu que là, vous pouvez vous sentir un peu plus à l'aise, un peu plus en protection, etc. Tout est relatif à la façon dont on utilise les choses. Et c'est souvent ce que l'on croit qui fait que on va dans telle ou telle direction. d'accord. Ce que j'avais noté, j'avais parlé de l'homme de plomb, puis dans ce chapitre-là, il y avait l'autopsie de la faiblesse. Je voulais aborder pardon, sous un Vas-y. nouvel angle aujourd'hui. Pourquoi est-ce que euh, c'est quoi les facteurs qui rentrent en ligne de compte qui fait que l'homme va compter sur des moyens détournés? On parlait du vol, mais sur d'autres moyens aussi. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains, par exemple, se considèrent constamment victimes? On veut dire que les gouvernements ne leur donnent pas assez, que Dieu ne leur donne pas assez, que leurs parents ne leur donnent pas assez. Ils sont toujours en état d'attente, ils sont toujours en état de demande, mais ils sont à peu près, ils ne sont pas capables de rien donner, mais ils sont toujours en train de demander. C'est un petit Mhm. peu ça que j'appelle l'autopsie de la faiblesse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, comment est-ce qu'ils ont été élevés, ces gens-là? Qu'est-ce qui font que des gens ont des réactions comme ça? Est-ce que ça vient de l'intérieur de la culture? Est-ce que ça vient d'une condition karmique d'incarnation? On a la sensation que ce sont des gens qui sont euh, jamais satisfaits d'eux-mêmes et jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ne seront jamais satisfaits de ce qu'on leur donnera. C'est un petit peu comme pas savoir pourquoi on est là. Voilà. Donc, ils sont arrivés sur la planète et ils estiment que tout leur est dû parce que eux ils arrivent. Ils estiment que on devrait leur donner davantage parce qu'ils sont là. On devrait leur donner des moyens parce que ils sont arrivés au travers de souffrances de pouvoir s'incarner sur la planète. Et ils regardent soi-même sans regarder que les autres, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même profil.
Et ce même profil, il doit être, comment dire, euh, il doit être regardé par chacun de façon à bien envisager que on a que ce que l'on doit avoir, à la mesure de ce que l'on doit avoir. Si vous avez moins, on va vous redonner quelque chose en plus, ou on va vous donner de l'argent négatif, ou on va vous donner de l'argent positif. Et fonction de ces argents-là, vous allez vous retrouver équilibré. Euh, c'est, euh, comment vous dire, et après, on croit que c'est Dieu. Si, par exemple, on vous donne de l'argent négatif, c'est-à-dire on vous allège vos impôts de 90%, vous allez dire, ah, c'est Dieu qui m'a répondu. Non, c'était parce que c'était voulu que ce soit avec tant d'argent que vous fassiez ce que vous allez faire comme telle action. C'est Tout est ajusté. Il n'y a rien qui soit au hasard. Ça n'existe pas, le hasard. C'est du vampirisme religieux, le hasard. C'est pour qu'on Mhm. soit puni. C'est pour qu'on soit méritant. Tout ça, c'est de l'illusion. On ne nous laissera jamais mourir. Effectivement. Est-ce qu'il y a des facteurs réincarnationnels là-dedans au niveau karmique, comme par exemple, si j'étais roi dans une autre vie et que je reviens sur la Terre, ben, je peux avoir l'impression que tout le monde devrait être à mon service, que les gens devraient travailler pour moi. C'est quoi la structure d'une personne narcissique? C'est quoi qui fait que c'est si insistant chez ces gens-là, les gens narcissiques, qui croient que tout leur est dû? Disons que ces gens, moi je dirais que la majorité de ces narcissiques sont des gens qui ont un astral qui est mal stabilisé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une sorte de corps astral qui est tellement euh, fluide et mal collecté que ça s'en va chez d'autres personnes. Et donc ils estiment que ce qui est à eux, est à eux aussi. Donc, c'est de là d'ailleurs que viennent les phénomènes de jalousie. Il y a toujours cette reconnaissance chez l'autre que c'est à nous. Donc, toutes ces choses devraient être à nous. Et aussi bien sur les objets que sur les êtres. Et c'est assez rigolo parce que si vous prenez le corps astral de quelqu'un et que vous regardez exactement comment il est fait, et à ce moment-là, vous allez les voir, ces gens-là, avec plus de, comment dire, plus de rames, plus de branches. OK. Hum, mais est-ce que les parents ont un rôle à jouer là-dedans? Moi, je ne dis pas que c'est généralisé, mais À les aider, ouais. je vois Mhm. souvent les enfants comme, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y a très fréquemment chez les enfants un peu ou beaucoup de vampirisme. Parce on est passif quand on est enfant, hein. On ne peut pas Mhm. aller chercher soi-même ce qu'on a de besoin. Ouais. Donc, C'est en ça que l'enfant sert, enfin que les parents servent d'éducation à l'enfant. Ils sont obligés de générer et d'apprendre à ce que l'enfant puisse contrôler lui-même tous ses corps subtils. C'est pour ça qu'à l'école, on vous fait les tables de multiplication, qu'on réfléchit, on vous apprend le corps mental. La gymnastique vous apprend le corps physique et donc le corps vital. Euh, le désir et puis le fait de ne pas pouvoir avoir des choses vous apprend à contrôler le corps de désir au travers on va dire, de punition ou d'absence de ce que vous avez envie. Si vous avez faim et que vous ne pouvez pas manger parce que vous n'avez pas l'argent, on va il va falloir que vous gériez vos désirs et vos pulsions. Tous ces cours sont faits pour, dans l'enfance, être là pour gérer un petit peu tous ces corps et les contrôler. Et c'est à nous à les contrôler quand on est dans l'enfance, de contrôler ces corps, de commencer à avoir une sensibilité vis-à-vis de ces corps pour pouvoir être mieux plus tard. Parce que si plus tard vous êtes obligé de gérer vos corps, ça devient beaucoup plus lourd, quoi.
C'est ça, si cette éducation-là n'est pas faite tôt, ça devient difficile de se corriger au niveau adulte. Ouais, ça va être fait plus tard, mais ça sera fait par la prison, ça sera fait C'est ça, par les autres qui seront agressifs, ça sera fait par le refus, ça sera fait exactement. par beaucoup plus de souffrance. Automatiquement, que quand tu es à l'âge. Une fois, je suis allé, j'ai été invité pour un repas dans une famille. Ça fait trop longtemps, je ne me rappelle pas du contexte. Après le repas, il y avait des enfants, peut-être de 6 ou 7 ans, puis je n'avais jamais vu ça. J'ai été choqué, mais j'étais pas contre, mais j'étais très surpris. C'est que les deux enfants, je pense qu'il y avait un petit gars et une petite fille ou deux petites filles, ils ont mis des chaises pour pouvoir atteindre les armoires. Ils ont fait la vaisselle. Ils ont lavé la vaisselle, essuyé, mis dans l'armoire. Puis, j'avais jamais vu des enfants aussi jeunes que ça avoir des responsabilités. Puis, ça m'a surpris, ça m'a un peu déstabilisé. Tu sais. Mhm. Euh, Divisé entre le fait, est-ce que c'est abuser des enfants ou si c'était très bon d'inculquer à des enfants à prendre des responsabilités tôt. Parce que quand on pense que tout nous est acquis, que tout doit nous être donné, quand on commence à travailler, on commence à voir ça différemment. Parce que là, on travaille pour obtenir quelque chose. Donc, je ne sais pas si tu as des. Comment tu vois ça? Euh, disons que je crois que le rôle du parent, ça va être de nous amener, d'amener l'enfant à, à se rendre compte, un, de la dangerosité de la chose, deux, de la possibilité de casser quelque chose ou de se casser, et donc de nous mettre en signal, en lucidité de notre environnement et notre entourage. Et ça fait partie de l'éducation, ça fait partie, après que ce soit une éducation plus large, un peu comme, je ne sais plus comment ça s'appelait, Françoise Dolto, je crois, qui laissait partir son enfant à l'âge de 5 ans en train pour faire 300 ou 400 kilomètres pour aller voir sa grand-mère et tout ça, toute seule, pas la grand-mère, mais l'enfant, euh, en connaissant la dangerosité, en ayant inculqué à l'enfant, en lui ayant signalé l'information de ce qu'il devait faire et tout, dans la mesure où l'enfant réalise euh, l'information et utilise cette information à bon escient, il n'y a pas de limite. D'accord. Si, par exemple, on voit dans des familles aujourd'hui un adolescent, disons, entre 14 et 16 ans, et qui a une chambre tout à l'envers, est-ce qu'il y a un facteur négatif d'éducation ou tout simplement l'enfant présent dit, bon, ben, ça, c'est mon territoire, donc j'ai une certaine autonomie à l'organiser, à le vivre de ma façon. Sous quel angle qu'il faut. Est-ce que c'est mauvais pour un enfant d'avoir une chambre constamment en désordre comme ça? Ou si on devrait dire, bon, ben, c'est son chez lui pour l'instant, donc il l'organise. Autrement dit, il se distance tu sais, de Il se l'autorité des, rebelle. des parents, ouais. Il se rebelle. Donc, Souvent, notre extérieur correspond à notre intérieur. Et donc, il y a toujours des choses qui sont chez nous, qui ont des endroits qui ne sont pas aussi nets que ça. Et l'enfant qui met un petit peu la pagaille, euh, c'est que c'est son intérieur, son extérieur, il a du mal à déterminer, à, à trouver sa limite, à trouver la limite il cherche les limites. Donc, il cherche les limites de son intérieur comme il cherche les limites de son extérieur. Et donc, pour arriver à trouver les bornes, il est obligé de se tester. Après que les parents viennent sans arrêt lui dire range ta chambre, etc., c'est vrai que ça le met en rage parce que ça l'empêche ou ça le retarde dans son évolution. Mais donnez-lui une copine qui vient dans sa chambre, vous allez voir, il va vite ranger sa chambre de peur que sa copine ne trouve ses slips sales ou son portable caché dans automatiquement, il y aura une autre forme de responsabilité. Et c'est cette forme de responsabilité que
l'enfant va rechercher, il va rechercher ces formes d'insertion de la société, donc, et d'acceptation de la société. Là, bon, le fait qu'il soit comme ça dans sa chambre fait qu'il estime qu'il est libre dans sa tête et donc libre dans sa chambre. D'accord. On parlait de l'autopsie de la faiblesse. La dépendance affective. Qu'est-ce qui pousse des gens à vivre des états de dépendance affective? Est-ce que c'est plus inné chez une petite fille que chez un petit garçon? Qu'est-ce qui est carencé dans l'éducation quand une personne est dépendante au niveau affectif? Est-ce que c'est une personne qui a manqué d'amour dans la famille ou qu'est-ce que c'est la cause de ça? La cause de ça, c'est que dans la dépendance affective, on peut penser qu'essentiellement, l'individu a été placé dans une famille ou au milieu de certaines personnes pour, des raisons bien particulières, peut-être des raisons qui ont été vécues dans d'autres vies et s'ils ont été la mère de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, ça doit être l'inverse maintenant, etc. Il doit y avoir une. Est-ce qu'ils ont été relâchés? Est-ce qu'ils ont été lâchés? Est-ce qu'ils ont été abandonnés? Il faut tellement il faudrait tellement en prendre en compte la vie des individus d'ici sur 4 ou 5 vies auparavant pour pouvoir savoir s'il y a eu des interférences. Et une fois qu'il y a des interférences, on saurait si le pourquoi et le comment de cette vie et pourquoi cette personne réagit comme ça. Après, le la dépendance affective, oui, la fille peut avoir, davantage de dépendance affective vis-à-vis du garçon, comme on disait, mais le garçon a autant de dépendance fonction de qu'est-ce qu'il a vu au début? Qu'est-ce qui a été joué au début de sa vie? Est-ce qu'il s'est retrouvé seul avec sa mère? Est-ce qu'il s'est retrouvé seul avec son père? Est-ce qu'il n'a connu que ce type de rudesse? Est-ce que sa construction affective et sa construction de protection est faite par de l'agression, ou est-ce que c'est fait par de l'amour, ou est-ce que c'est fait par de la chaleur, ou est-ce que c'est fait par de la richesse? C'est fonction de l'éducation. Dans ça, l'éducation, c'est plus les éducateurs, les instituteurs qui en savent beaucoup plus là-dessus et qui sont beaucoup plus attachés à ça, à ces mécanismes-là. L'individu, fondamentalement, il est là pour avoir comment dire, certains manques. Le programme leur a coupé quelques branches, histoire à ce qu'ils ne puissent pas aller dans cette voie où ils seraient libérés trop facilement, mais à aller dans une autre voie où ils seraient obligés d'écarter un petit peu plus pour pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire compenser le fait de ne pas pouvoir réfléchir avec des parents pour pouvoir chanter plus tard, pour pouvoir, ou, euh, ou on interdit de chanter ou d'écouter de la musique pour pouvoir plus tard, en fait, être un grand mathématicien. Il y a tout un tas de. C'est tellement compliqué, le phénomène de vie de chacun, que il faudrait prendre quelqu'un en place, en charge depuis le début, et puis voir un petit peu ce qu'il est devenu. Mais vous trouvez toujours, au travers de toute la vie de chacun, de la souffrance. Ce sont les marches qu'il doit franchir pour monter sur l'escalier de son évolution. Donc, sans souffrance, c'est pas possible. Non, Donc, la souffrance implique que l'individu va devoir le dépasser, donc il va devoir devenir plus fort. à chaque fois, à chaque souffrance. Ouais. Il aura Ben, sa vibration qui va monter à chaque souffrance. c'est ça, parce que je vois une ambiguïté, par exemple. Il y a des gens qui viennent de familles, disons, qui sont très à l'aise. Est-ce que ça va avoir tendance à affaiblir l'individu si la vie est trop facile, si je manque jamais d'argent? Est-ce que ça peut avoir l'effet contraire?
Ça peut avoir un effet, un manque d'affectivité, donc un manque de reconnaissance de l'autre, donc un manque de possibilité d'avoir un partenaire et de l'authentifier en tant que partenaire et de respecter en tant que partenaire. Ça peut être avoir de l'opulence et tout ça, c'est à un moment donné, s'il y a une faillite, Mm. ça va être encore plus douloureux pour lui que quiconque. Il sera obligé de revenir euh, dans un état de sécurité. Parce que si on vous donne beaucoup d'argent quand vous êtes jeune, c'est que quelque part, c'est pour que vous ayez une sécurité de survie qui soit assurée, et donc pour pouvoir faire autre chose. Et si vous pouvez faire autre chose, il faut le faire. Faut pas profiter de ces amas d'argent pour alimenter un corps de désir, mais profiter de cet argent pour être sécurisé dans le sens que vous aurez toujours de quoi vous nourrir, de quoi vous protéger, euh, et, euh, et donc voir ce que vous avez à faire après. Ça, c'est intéressant au niveau de l'histoire. Il y avait des gens, des familles, de nobles, qui avaient beaucoup d'argent. Et puis, ce sont des gens qui ont inventé les sports parce qu'il fallait être actif, donc ils ont inventé les sports. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sont dirigés vers la science aussi. Parce que si tu n'es pas obligé de travailler pour te nourrir, ben, ça peut donner à un esprit curieux un certain désir de Hmm. recherche ou L'esprit est d'innovation. libre, ouais. Oui, dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Autant comme ça peut, il y avait des nobles aussi qui s'ennuyaient, qui étaient très, très passifs. Donc, Mhm. ce que je veux dire dans le fond, c'est que c'est plus que les facteurs extérieurs. Il doit y avoir quelque chose dans l'individu qui fait qu'il va se mobiliser pour une action concrète ou il va rester passif. Tu sais. Donc, Mhm. il y a d'autres Alors, donne facteurs. la possibilité Pardon. de ne pas avoir à utiliser ça. Parce que nous, qu'est-ce qu'on est toujours en train de penser à notre survie sans arrêt? Est-ce qu'on va pouvoir avoir à Hmm. payer le loyer, aller faire les courses, mettre de l'essence dans la voiture, etc., etc. Euh, on est toujours à penser à notre survie. Alors qu'on vous donne la possibilité, à un moment donné, de plus être dans la survie. Et là, vous commencez à vivre. Vous commencez à vivre. Bon, au début, c'est vrai que si vous gagnez au loto, vous allez être dans le fait que l'abandon de votre survie va, va décupler vos envies d'extérieur, vos envies de liberté. Mais au bout d'un moment, vous allez vous être, vous revenir les pieds sur terre, quoi. Ouais, Parce que ça ne vous empêchera pas de. Ouais. Mm. le corps de désir peut devenir extrêmement amplifié à quelqu'un pour une personne qui est habituée à un régime de vie beaucoup plus modéré. Là, soudainement, qui a beaucoup, beaucoup d'argent, l'alcool, soudain, c'est pas cher. La nourriture, les gros restaurants de luxe, la prostitution, ainsi de suite, les drogues même. Mais c'est là où il va falloir qu'il trouve la modération, la mesure. Hum. Et trouver la mesure, c'est encore plus dur et plus difficile quand vous avez la possibilité d'avoir une démesure. Effectivement. Comme on parlait tout à l'heure de la pauvreté, si on est né riche et qu'on devient pauvre, on est moins équipé hein, pour la personne qui Ah, fait face à la survie. Donc, on a le même phénomène par rapport à une personne qui est pauvre et qui devient subitement riche et de pouvoir, comme on pourrait dire, se contrôler, là, parce qu'elle peut le devenir contrôle. extrêmement La, exagérée. la mesure de soi. Mais c'est souvent lié au phénomène astral. Donc, l'individu est complètement astralisé ou polarisé. Euh, il y en a certains qui ont abandonné ce phénomène de richesse et de survie pour tester la survie. Je pense à, comment il s'appelle, euh, Bouddha. Je crois que c'est lui qui était Oui, un fils riche, oui, je oui. crois, hein, et qui a abandonné toute sa richesse pour partir dans l'ascétisme. Donc il est parti aussi dans l'astral, dans un phénomène astral. Euh, il est parti dans un système de communication sur le phénomène de survie qui, à la base, n'existait pas, puisque c'est à travers l'énergie vitale qu'il peut arriver à se nourrir, un peu comme les inédits, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas pendant 2, 3, 5, 10 ans, ou
qui ne boivent pas du tout et qui ont été contrôlés et tout sous caméra, avec les personnes qu'on regarde, où on regardait s'il y avait personne qui leur a donné quelque chose. Et ils ne vivaient qu'avec une forme de prana, une forme d'énergie de l'air. Et en plus, cet air était filtré parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des miasmes de nourriture ou de glucose qui soient envoyés. Et donc, tout cet air était filtré et on voyait bien qu'ils vivaient de leur corps astral. Et donc, de l'astralité, simplement, avec l'énergie vitale et qui venait s'associer et pour les perdurer. Il n'y a rien Oui, de... Donc, au total, l'illusion de la survie, c'est une illusion. oui. On est dans une culture qui entretient ça, parce qu'on est constamment à dire OK, aujourd'hui, j'ai de l'argent à la banque, mais demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Mm. Parce que l'argent qu'on a à la banque, elle peut tomber à la valeur zéro demain matin, parce qu'il peut y avoir des événements dans le monde qui. Donc, mais c'est d'apprendre à ne pas succomber à cet aspect-là de la vibration. Tu sais, de ne pas dire peut-être il va se passer quelque chose. De ne pas tomber dans l'inquiétude. Tu sais. Et ça me fait penser à Madère. À Madère, ils ont fermé toutes les banques. À un moment Mm. donné, ils ont fermé toutes les banques pour raison de faillite. Et donc, tous les gens se sont retrouvés sans rien. Ah oui, wow. Tous les gens de l'île. Et donc, il a fallu faire du troc, faire avec les capacités. Enfin, c'est assez Mm. rigolo. Dans le fond, si euh, l'argent, c'est un peu comme des aliments en banque, hein, c'est un peu comme une réserve. C'est Mais ça. si l'argent ne Ouais. vaut plus rien, ben, probablement que tout le monde se mettrait à faire un jardin hein, parce que tu seras obligé Mhm. de t'occuper de ta propre survie. Tu ne peux, Ouais. tu peux pas manger ton argent hein, quand ça ne vaut plus rien. Ouais. C'est un denrée périssable. Ben, c'est ça, exactement. Donc, Ouais. On s'aperçoit des fondamentaux. oui, effectivement. C'est intéressant. Mhm. Moi, j'ai trouvé très intéressant les enregistrements de Bernard sur la survie parce qu'il disait c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on sort de la survie. Parce qu'il y a autant la survie psychique, donc la survie qu'on a entre les deux oreilles, et puis la Ouais. survie matérielle. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est sorti de la survie. C'est pas complet. Tu sais, c'est juste un aspect de la survie. Ouais, mais c'est pour ça que quand on regarde la survie, que ce soit dans un sens ou dans un autre, on s'aperçoit que c'est une illusion et Ouais. que, bon, on se dit, c'est bien joli, je n'ai pas envie de me retrouver à quatre pattes, un yogi, en train de faire, pour pouvoir vivre et survivre. Il Ouais. faut faire quelque chose. Ben oui, faut aller planter son jardin, faut aller Hmm. se bouger. Mais il y a peut-être des impératifs. Comment je dirais ça? Si tu es dans un pays où il fait très froid, Mhm. la nourriture est plus rare quand c'est toi qui la produis. C'est sûr, eh ben, tu vas dans un pays où il fait chaud, et tu te déplaces. Tu peux te déplacer, effectivement. Tu peux te déplacer. Tant que tu peux te déplacer, c'est que tu as la possibilité d'être déplaçable. Si tu te retrouves sans possibilité de te déplacer, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois vivre et tu dois le vivre. Et puis tant que tu l'auras pas vécu, ben, tu ne te déplaceras pas. Ben, on doit être assez habitué, habile à dépasser la survie parce que souvent, c'est les gens dans les pays chauds qui viennent vers le nord. Donc, Ouais. c'est un peu paradoxal hein, parce que tu peux faire un jardin quand tu es dans un pays chaud, mais c'est pas suffisant. Ils peuvent le faire aussi, mais bon, ça demande davantage d'efforts, ça demande davantage de peine, ça demande Ouais, des capacités, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et, mais tout peut se faire. Et effectivement. on nous l'a montré. Il y a des endroits où tout peut se faire. Il y a des oasis, même dans les pays chauds. Donc, Ouais. ces oasis, elles ne sont pas montées toutes seules. Elles sont pas venues au hasard. Et pourtant, il faisait chaud. Donc, Ouais, ce que c'est je veux connu. dire, c'est que Excuse-moi. Vas-y, Jean. c'est qu'il y a toujours un endroit euh, qui va nous permettre de survivre Une en fonction de alternative. notre vibration, une Une alternative. alternative, c'est ça. Toujours. On ne laissera, on, on ne se laissera jamais tomber. Et non pas, on ne nous laissera jamais tomber.
on ne se laissera jamais tomber. C'est ça l'adaptabilité, hein. C'est de Mm. pouvoir improviser dans une situation où on veut trouver des alternatives. Ouais. Effectivement. Bon, ben c'était super intéressant. Je sens Ouais. qu'on a complété une bonne heure. Moi, on va se parler après l'enregistrement. À moins que tu aies d'autres choses à ajouter, Jean-Luc? Non, non, Ça moi, va? j'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord. OK, on va se parler après. Ben, merci Ok. beaucoup à nos auditeurs. On espère que vous appréciez Merci à tous. ces petites capsules-là. On fait ça hein, pour le plaisir d'échanger ensemble, puis aussi de faire profiter aux gens d'un parcours qu'on a vécu. Et c'est ça. Ben, à la semaine prochaine, j'espère. Ouais. Merci À la beaucoup. semaine Alors, prochaine. Et puis, c'est pas parce qu'on dit des choses comme ça euh, qu'il faut prendre ça comme une religion, quoi. non, pas du tout. Parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.